Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show bleu SmackDown du 19 juillet et le Monday Night Raw du 22 juillet. Pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yab, salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Allez, ici, on se fait pas saboter par les saboteurs. Hein, à Catch Up, on tient toujours. Les câbles sont toujours branchés. Et on est également branché à Omaha, dans le Nebraska. Il faut vouloir y aller. Et ben nous, Oui, on y va froid. avec Cody Rhodes qui nous parle de Randy Orton. C'est un ami, c'est un frère, un mentor. C'est la famille, tout ça. Il serait pas champion sans Randy Orton, sans la vipère, notre ami Cody Rhodes. Voilà, il est reconnaissant. Il est reconnaissant auprès de tout le monde. C'est un bon gars, Randy, c'est un père de famille, mais du coup, quand il l'a vu passer à travers la table des commentateurs la semaine dernière, ça lui a pas plu, et donc il s'adresse à Solo Sikoa, le chef tribal, la tête de la table, qui lui a, qui est bizarre de dire ça quand même. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. On est dans une nouvelle ère, parce qu'il va falloir t'habituer, hein, désolé. C'est vrai. Il faut aller de l'avant, Austin Theory et Grayson Waller viennent rapidement interrompre Cody Rhodes. Il dit voilà, tu passes trop de temps à parler de la Bloodline. Va falloir un petit peu arrêter avec tout ça. L'autre il dit il monte sur le ring, pardon, et Cody Rhodes donc les attaque. Hein, pas de temps à perdre. Theory et Waller. Et puis pendant ce temps-là, on a une star. Voilà, une star. C'est une star du sport, c'est un mec de la NBA, qui c'est ce mec là, Terence Crawford? Oh, je sais pas qui c'était. Il y avait un type, il y avait une star. Ah ouais, alors j'avais. Oui, boxing. Apparemment, écoute, c'est un champion de boxe. Hein. Oui, parce qu'il y a un match. Le mec avait un match. Voilà. Oui, la co-intense dorénavant avec le monde de la boxe. Hein, voilà. Moi, je suis pas un grand pro de la boxe. Moi, j'ai pas du tout. J'ai pas vibré. Hein. Tu fais de la bagarre de cours de récré, quoi. Bagarre de bar. C'est de la bagarre. Voilà. Qui lui file une chaise, et donc Cody qui fait fuir les 8 Town Under. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence tranquillement avec Nick Aldis d'ailleurs. Qui va organiser un main event, Grayson Waller, Austin Theory contre Cody Rhodes et, accroche-toi Giscal, un partenaire mystère. Ça faisait longtemps. Aïe. Ça nous rappelle, hein, tu te souviens à l'époque, les partenaires mystères, hein? Je parle dans le monde du catch, évidemment. Bien sûr, absolument. Non, on ne dévoilera pas nos soirées. Mais écoute, les soirées du manoir. Soirée, j'allais dire soirée tranquillou. Non, intro tranquillou. Écoute, intro tranquillou. Voilà, moi c'est petit rappel des événements de la semaine passée, mais le seul truc que j'ai vraiment j'ai apprécié, on va dire, de cette intro, c'était a toujours ce petit sous-texte de on sent que voilà, Randy Orton, Cody Rhodes, on commence, ça fait un petit moment déjà. Et voilà, on continue à tirer le fil d'Ariane là entre les deux. Ils ont un passé, un lourd passé tous les deux de respect, et de relations compliquées, tumultueuses, et un présent aussi. C'est justement tout le sujet du moment. C'est Randy Orton et Cody Rhodes depuis le retour de Randy Orton se fréquentent quand même pas mal, se croisent, se cèdent. Et toujours ces regards de Randy Orton depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois sur la ceinture. On connaît le passé de la vipère, donc forcément le fait de voir Cody Rhodes tresser des lauriers à Randy Orton, moi je me dis que ça y est. Enfin, tu vois, on dirigera tranquillement sur ce qui sera peut-être pour le prochain chapitre après l'été, parce que sinon à côté de ça, l'arrivée de 8 Down Under là-dedans faisait un petit peu office de filler. Donc c'était l'intro mollassonne, mais bon, écoute, voilà, tant qu'on continue à tirer un peu tout ça, je trouve ça quand même cool. Andrade versus Carmelo Hayes, la petite rivalité de low-card. Voilà, tout le monde redescend, ça doit te faire plaisir, c'est tous ces montées d'NXT qui t'arrivent en fanfare, qui retrouvent la low-card rapidement. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, et en plus il va perdre le mec. Carmelo Hayes se fait enchaîner par Andrade. Donc une petite victoire pour visiblement le champion speed. J'ai découvert ça sur notre Discord. Oui, paraît-il. Moi aussi. D'où l'intérêt de nous rejoindre sur Discord, parce qu'on apprend des choses. On apprend des choses. Bon, pas grand-chose à noter à ce niveau-là. Tu parlais de filler, là on est vraiment aussi un peu dans cet état d'esprit. Oui, ça faisait beaucoup de flip à mon goût. Ouais, ça flippait. Ouais, c'est pas. Ouais, le match était sympa, mais ça flippait un peu trop. Ça flippe. Ouais, ça flippe. C'est bon pour notre ami Géliel, ça. Ah oui, Géliel, si tu nous écoutes, si tu nous entends, ça flippe.
comme une boule de flipper. La division féminine, ça par contre, c'est intéressant ce qui se passe. Nia Jax et Bayley sont assises pour ces interviews. Alors ça c'est pareil, ça faisait longtemps, mais je suis pas sûr que ça m'avait manqué. Des interviews backstage où tout le monde est là, mais on fait des interviews par satellite backstage. Donc c'est un peu étrange. Voilà, ça se chauffe, ça s'envoie des bananes entre Nia Jax qui affirme qu'elle est désolée d'avance, c'est bien, elle s'excuse par avance qu'elle va écraser Bayley à SummerSlam. Bayley dit toi Nia Jax t'es toujours la même, t'es toujours aussi grosse, t'es toujours aussi sans cœur, t'es pas gentille, t'es méchante. Elle lui dit tout ça, elle lui dit des mots durs. Elle fait du shaming, alors du fat shaming, du Samoan shaming, tout ce que vous voulez. C'est pas sympa. On rappelle aussi que c'est Nia Jax qui l'avait blessé en 2017 à SummerSlam. Alors voilà. Qu'elle blesse tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'elle a un passif aussi, mais cette année-là, Nia Jax va repartir championne et puis ça se termine comme ça en fait. Ça se termine comme ça le repas. Je suis pas certain qu'on retrouve ces deux filles un peu plus tard en plus. Non, je suis pas sûr non plus. Ouais. Donc pas folichon en fait. Non, écoute, déjà tu le dis, l'interview split screen via satellite, je sais pas quoi backstage. Ouais, moi c'est un format que j'aime pas trop. Alors c'est on connaît, c'est les ficelles, c'est pour dire, pour mettre en scène le fait que faut surtout pas qu'elles se croisent parce que sinon pour se taper sur la tranche. Donc c'est le seul moyen d'avoir une discussion civilisée. Mais bon. Après, il y a eu un match un petit peu plus tard, pour être honnête, pour être tout à fait complet. Ah oui, t'as raison. Oui, c'est pour ça. Je me disais, attends, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Tiffany. Tiffany oui. Qui a qui n'a pas battu Michin. Alors ça, c'est une honte. Non, ça c'est une honte. Pendant le match entre Tiffany Stratton et Michin, avec Nia Jax qui était dans les parages, Bayley justement a débarqué. C'est parti pour la distraction. Nia Jax qui fonce sur Bayley, mais elle passe par-dessus la barricade d'insécurité. La mallette Money in the Bank est entre les mains de Bayley, qui va la détruire tout simplement. Voilà, ça on aime quand les mallettes Money in the Bank souffrent comme ça. On voit même le petit contrat. Du coup, la valeur du contrat est caduque, c'est fini. C'est terminé, terminado. Une fois que la mallette étant détruite. Et Michin en a profité de tout ce bordel pour faire un roll-up sur Tiffany Stratton qui rentre donc dans tout simplement l'arc narratif du porteur de mallette qui va perdre chaque semaine. De différentes distractions. On fait du croisé. Ça sauve, on va dire que ça sauve quand même cette interview dont tu commençais déjà à dire du mal. Oui. Non, en effet, l'interview n'avait pas grand intérêt. Je dirais pas que ce match en avait un fou, mais c'était un petit peu plus fun à regarder, c'est sûr. Michin, c'est un mystère. Mais ça fait quelques semaines, il implique dans des segments backstage. Je suis pas sûr que ce soit sa première victoire en plus là. Je crois que je sais pas ce qu'ils ont avec elle. Après, on peut pas leur reprocher d'essayer de faire monter un petit peu plus que 3 nanas en même temps. Pourquoi pas, mais c'est vrai que ce soit aux dépens de Stratton, c'est un choix un peu surprenant. Mais bon, voilà, écoute, il y a eu des distractions, il y a eu un petit angle un peu avec la mallette, même si, je soulignais un peu le côté un peu ridicule de, casser la mallette, fondamentalement, ça fait rien du tout. À la limite, s'il y avait eu en amont, tu vois, un petit côté, parce que c'est sûr que Tiffany Stratton a un côté assez précieux, assez Barbie, assez très très girly. Tu vois, peut-être que si elle avait un peu pimpé sa mallette, qu'elle la portait comme un accessoire de mode et qu'elle était très très attachée à l'objet, l'angle aurait été plus efficace, parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu, je trouve que ça. On est d'accord, mais j'ai pensé la même chose que toi. Je me suis dit c'est dommage, pourquoi elle l'a pas pimpé avec du rose partout. Oui, avec des petits nœuds, des machins. Peut-être que ça va être ça, peut-être qu'elle va la retoquer et puis peut-être la repimper et puis. Peut-être qu'il y aura une V2, elle va demander une nouvelle mallette. Là, ce serait sympa. On se retrouve avec la division tag team féminine. On a eu Cargill et Bianca Belair qui voulaient discuter avec Nikki Aldis, mais elles sont arrivées pareil en même temps que Chelsea Green et Piper Niven. Et puis du coup, le problème, on demande à ce que le problème se règle sur le ring, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Derrière, ça sera sous la forme d'un single match en fait. C'est pas un 2v2. On va régler les affaires d'abord. On va étirer cette rivalité jusqu'au bout. On peut pas donner un aussi gros match gratuitement comme ça à la télé. Donc il faut. Je vous rappelle qu'on est à Omaha dans le Nebraska. Faut se calmer. Donc Bianca Belair qui va disposer assez facilement de Chelsea Green avec son KOD.
qui va être contré tout d'abord et remis derrière. Et puis derrière, avec un roll-up, on tire la culotte sur Chelsea Green et donc une victoire de Bianca Belair. C'est le gros bordel. Chelsea Green et Piper Niven finissent par partir et derrière les sorcières, tenantes du titre, je vous rappelle, les championnes qui annoncent déjà leurs chemins vont se recroiser avec Bianca Belair et Jade Cargill. On fait vivre autant qu'on peut. Voilà, on essaye Autant quand qu'on même. peut. Oui, c'est ça. Cette division tag team féminine. On va aller du côté de Logan Paul, du titre US, de LA Knight. Yeah. Allez, c'est parti. On veut cette signature de contrat. LA Knight est là. Logan Paul doit arriver. Les deux hommes arrivent donc avec Nick Aldis qui nous explique qu'effectivement, le contrat a été signé par un des partis, mais pas par l'autre. Et Logan Paul commence un petit peu à se défier en disant pourquoi il donnerait une chance à LA Knight. Il dit écoute, mon gros Polo, à chaque fois qu'on s'est croisés, c'est moi qui t'ai un petit peu mis, qui t'ai mis à l'amende. L'autre répond moi je suis champion des US, c'est moi qui ai la ceinture, je suis le mec à battre. Toi t'es qui? Toi t'as rien fait pendant 20 ans là. T'es un no-name finalement, t'es un nobody. L'autre lui répond qu'il va le trouver, où qu'il aille, il sera là pour mettre la main sur Logan Paul. L'autre lui dit que c'est LA Knight qui a besoin du match. C'est pas Logan Paul. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis un père de famille. Je fais des interviews avec d'anciens présidents qui survivent. Voilà, des miraculeux. Voilà, le miracle. Il l'a pas dit, mais il aurait pu le dire. Mais bon, là, peut-être que le public aurait scordé des chants fight. Ça aurait été assez incroyable. Incroyable. Ouais. Il lui dit voilà toutes les catchphrases que LA Knight est un The Rock wannabe. Et l'autre lui tout simplement le remet à sa place en disant voilà que son frère est prêt à monter sur le ring avec Mike Tyson mais que lui n'a pas les couilles de monter sur le ring avec LA Knight. Et Logan Paul finit par signer le contrat. Et les deux hommes commencent à se chauffer. Nick Aldis les sépare, c'est le gros bordel. Une tentative de BFT après une attaque par derrière de Logan Paul. Et Logan Paul qui s'échappe et derrière LA Knight qui va se faire embrouiller par Santos Escobar qui nous donnera sûrement un match la semaine prochaine. Bon ça y est, on commence à faire les choses un petit peu sérieusement là du côté de LA Knight et de Logan Paul. Ah ouais, là ça chauffe là. Ouais. Là ça chauffe. Moi j'ai beaucoup aimé ce segment. J'ai trouvé Logan Paul d'ailleurs assez exceptionnel sur ce segment. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Ouais, au-dessus de la mêlée. Ce qui est pas simple quand t'es face à LA Knight quand même, qui malgré tout, Oui. il a prouvé que c'était un sacré client au micro. Mais ouais, putain, j'ai trouvé waouh. De toute façon, à chaque fois qu'il fait une apparition, ce mec-là, je me dis quelle star. Mais c'est vrai que il a envoyé du lourd. Bon, il s'était écrit un petit texte aux petits oignons là, mais c'est vrai que quand il déroule et quand il balance tout ce qu'il fait dans la vie et comment il le fait et pourquoi c'est le meilleur et tout, c'est vrai que t'as envie d'adhérer quoi. Donc c'était assez efficace. Je sais pas si c'était cette semaine ou c'était la semaine d'avant où il lui avait balancé la petite pique. De toute façon, toi, t'es juste une gimmick de bodybuilder bronzé qui fait du The Rock. C'était cette semaine. C'est là cette semaine, ouais. Il lui dit que c'est une parodie de The Rock, effectivement, bodybuilder bronzé, ouais, carrément. C'est vrai qu'il avait quelques petites punchlines bien senties. Et puis il y a toujours ce côté avec Logan Paul. Alors j'imagine que toi, qu'il a le feu vert pour ça. Et puis je pense que ça fait partie de son personnage et peut-être de l'appel mainstream qu'il peut avoir aussi par rapport à son audience. Mais c'est toujours ce côté je flirte et je joue avec les codes du kayfabe tout le temps. Justement, il parle souvent de gimmick, il parle de promo. Ouais, il dit qu'il va le renvoyer dans la low card. Voilà, il parle exactement, il utilise des termes business et puis c'est vrai que là pendant la promo, il a appelé LA Knight par son vrai prénom qui est Sean. Oui. Aussi. La tête qu'il a fait. Ouais. Donc il y a toujours tout un tas de petits trucs comme ça où c'est vrai qu'on aime, on n'aime pas, mais en tout cas voilà, il y a un côté assez authentique dans la promo entre les deux. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé et voilà, là je trouve que vraiment la température elle commence. Avant, il y avait un petit peu un côté Looney Tunes là quand il se poursuivait, quand l'autre il allait casser sa maison, Rico et compagnie et tout. Là, tu sens qu'ils étaient pas loin de vouloir se mettre des grosses pêches dans la tronche. Ouais, là c'était chaud. C'était chaud. J'ai bien kiffé effectivement.
Logan Paul, voilà. Voilà. Gros texte, grosse réplique, et les Knights qui s'est bien défendu aussi, et on est très impatient. Moi, c'est vraiment un des matchs que j'attends le plus, puisque c'est peut-être aussi une nouvelle ère qui va commencer pour LA Ouais, Knight. ça va être cool. Ouais, ça va être vraiment un beau morceau. Bon, c'était probablement le morceau le plus chaud de ce Oui, soir. oui. Et puis, puisqu'on va arriver tranquillement, là, mais sûrement au main event. Avant ça, on a eu un petit segment de la Bloodline où Solo Sikoa dit la vie est belle quand on est chef tribal. Et puis voilà, qui menace Cody Rhodes, qui lui conseille de partir dans un handicap match, parce que son partenaire mystère, il risque de le payer très très cher. Le partenaire mystère n'est pas très mystérieux, Giscal, puisqu'il s'agit de Et non. Kevin Owens, notre ami canadien qui est de retour. Cody Rhodes, Kevin Owens contre Ethan Down Under, Grayson Waller et Austin Theory. Cody Rhodes, donc qui sur la fin du match évite une attaque de Grayson Waller qui du coup va attaquer, qui tombe sur Austin Theory tout d'abord. Et donc il va le retenir, l'attraper. Cody Rhodes arrive à placer un énorme Cody Cutter. Keoki place le stunner, ces festivals des babyface, le crossroad sur Austin Theory pour l'emporter via un tombé. Austin Theory, donc il s'est pris un gros coup de pied, je crois, de Grayson Waller. Voilà, il y a eu un impact. Il s'est mangé une attaque de Grayson Waller. Donc c'est toujours ils sont plus synchro, les deux partenaires là, plus synchro du tout. Derrière, évidemment, la Bloodline qui débarque, Tama Tonga Loa, Solo Sikoa, la bagarre qui éclate. Le ménage est fait via la table des commentateurs et le loup-garou, Samoan Jacob Fatu, qui vient pour sauver Solo Sikoa qui était en mauvaise posture. Cody Rhodes qui passe à travers la table des commentateurs. La chaise qui est placée autour du cou de Kevin Owens qui finit contre le poteau. Ça, c'est des images qu'on ne veut pas voir aujourd'hui en 2024. Et le show se termine sur une Bloodline dominante, violente, cruelle et qui annonce d'ores et déjà un match à SummerSlam complètement fou. Et oui. Et oui, oui. Bah écoute, image finale quand même qui fait, je pense que ça a été pas mal commenté sur les réseaux, mais qui faisait quand même beaucoup doublon. Enfin c'est vrai que moi j'avais un sentiment un petit peu de déjà vu sur cette fin de SmackDown, et c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher à ces segments, c'est que c'est vrai que c'est pas que ça tourne en rond, mais on utilise, on va dire, un schéma et des codes qui ont c'est vrai que la Bloodline finalement 2.0 reprend quand même un peu les mêmes codes. Voilà, on attaque un gentil et puis on se défait de tous ses copains un par un. Bon, c'est un segment assez classique, fondamentalement, étant de donner l'impression que le héros est totalement isolé et au fond du gouffre et sans espoir. Donc c'est vrai que fondamentalement ça marche pas trop mal. C'est plutôt visuellement efficace, mais c'était plutôt le côté très redite de la semaine dernière. C'est-à-dire que on avait vraiment l'impression de regarder le même segment avec quasiment les mêmes personnes, juste une personne de différence. Ça m'a un petit peu gêné. Après, écoute, le main event était très très efficace. Moi j'aime beaucoup A-Town Down, pardon. Et puis cette spirale un peu négative de leur côté qui va sans doute aboutir de toute façon à un moment ou à un autre à un split. Donc c'était des bons adversaires à l'an main event, je pense, face à Cody et Kevin. Donc écoute, voilà, tout ça est efficace, mais a un petit peu convenu à mon goût. Ok. Alors, mon beau Giscard, attention, je suis en train de te perdre là, c'est ton son coupe. Voilà, peut-être que les saboteurs se sont rapprochés du studio catch-up, je ne sais pas. C'est vrai, les saboteurs. Micro, non. vérifie Je me rapproche. que les câbles sont bien branchés, que tous les ports sont bien portés. Attention. Oui. Sabotage en direct des studios catch-up. Allez, c'est l'heure du mot de la fin pour ce show bleu et après on pourra partir du côté du show rouge. Est-ce que tu as réussi à retenir un top, un flop? Est-ce que tu pourrais nous sanctionner cet épisode d'une note, s'il te plaît? Oui. Eh ben écoute, non. Non, mon top facile, Logan Paul. Ok. C'était la pépite. La pépite. Le moment cool, le moment très très cool. Et puis écoute, le flop. J'ai envie d'aller chercher côté fille et j'ai envie de prendre cette petite interview split screen là qu'on a vu en coulisses là, qui était, je trouve, qui est ce Bayley Nia Jax s'oriente vers quand même parmi les 4 matchs pour les titres mondiaux
le parent pauvre un petit peu de SummerSlam là. Ouais. J'ai trouvé que c'était décevant. Et globalement, j'ai trouvé que c'était un SmackDown un petit peu mou du genou. Un petit peu, peut-être un petit peu trop de catch féminin, un petit peu trop de low card, je sais pas. Là, c'est vrai que quand on prend les matchs, écoute, ouais, c'était pas une super soirée pour le Nebraska. Donc j'aurais envie de donner 3,25, qui est un show la moyenne est largement sauvée par globalement l'intro et Logan Paul, mais ouais, un show un petit peu en dedans, moi j'ai trouvé. Ouais. Bon, écoute, ton son coupe toujours un petit peu, je sais pas, rebranche, débranche, je ne sais pas, fais quelque chose pendant que moi je donne au moment de la fin, et puis je crois que ça va être pareil que toi en fait, hein. Mon flop va aller à cette interview split screen, c'est pareil, je déteste ce format qui n'a même pas été utilisé pour en faire quelque chose d'intéressant, donc ça c'est assez nul, et mon top, je vais le donner à ce moment chaud entre Logan Paul et LA Knight, c'était vraiment ce qu'il faudra retenir finalement de ce SmackDown qui était un petit SmackDown, et moi je vais sanctionner un 3, voilà, t'as mis 3,25, moi je sanctionne un 3, qui reste, voilà, on est dans la moyenne, mais on est assez bas dans les standards d'un show bleu qui effectivement tourne un petit peu en rond, se répète un petit peu, et je serais même tenté de dire que finalement si vous loupez un épisode, vous avez peut-être rien manqué, et ça c'est pas forcément ce qu'on veut voir, hein, c'est pas forcément ce qu'on veut dire du show bleu. Allez, on va partir du côté du show rouge, on quitte le Nebraska et on atterrit dans le Wisconsin à Green Bay, voilà déjà une ambiance un peu plus folle avec donc Gunther qui arrive sur le ring et qui nous rappelle il pense tous du mal qu'il a dit de Damian Priest, on se souvient, il a dit que c'était un gars de la rue, c'était un moins que rien, qui veut toujours ramener donc l'honneur à la WWE et surtout l'honneur sur ce titre, ce championnat de World Heavyweight Champion. Les gens, la WWE nous sachons que Damian Priest n'est pas le champion dont ils ont besoin. Il connaît en plus, je vais demander, on va dire, voilà, les fréquentations douteuses du Puerto-Ricain. Le jugement des sera jugé, ça j'ai adoré cette réplique, jugé par le ring général. Et ce sont vraiment des street trash, comme il dit, voilà, les moins que rien, les déchets de la rue. Ouais, d'accord. Voilà, on essaye techniquement, voilà, Giscal qui en direct rebranche les câbles. Non, mais on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Oh, d'accord, le mec, non, comme ça. Et puis donc on a Damian Priest qui arrive sur le ring, il est pas content. Et puis alors au moment où il s'apprête à répondre, Damian Priest, lui voilà comment il résout les problèmes. Ce sont des problèmes de connexion, des problèmes de câble ou des problèmes d'honneur. Une grosse patate de forain dans la tronche de Gunther, elle était belle. Hein. Elle était belle, elle venait du cœur. Et c'est parti, la sécurité qui intervient. Et c'est le gros bordel. Gunther et Damian Priest qui vont être renvoyés à la maison Giscal. Renvoyés, allez, télétravail pour tout le monde. Eh oui, télétravail. Remote. Non, écoute, moi j'ai trouvé cette intro super. Enfin ouais, voilà, là, ça fait plaisir, ça. Gunther, le gros méchant, et Damian Priest qui arrive et puis en fait il en a marre d'entendre les crasses de l'autre et qui lui met une patate de forain comme t'as dit, qui était quasiment limite, c'était catharsis là, c'était libérateur. Tu sens qu'il avait envie de lui en coller une quoi. C'est ça qu'on a envie de voir quoi. Voilà, on est à quelques encablures de SummerSlam. Le boulot de promo, le boulot des motivations a été fait. Maintenant, on a juste envie de voir deux mecs qui ont envie de s'éclater la tronche. Donc, écoute, j'ai trouvé cette intro ultra efficace et ce personnage de Gunther qui laisse de côté, on va dire, c'est pas complètement son code de l'honneur, mais tu sens voilà ça le côté très très propre sur lui, propre qu'il pouvait y avoir à Imperium. Là, c'est vraiment le méchant de film. Hein. Écoute, je trouve que c'est une qui est pas mal aussi. Donc l'opposition a bien fonctionné. Ouais. Ouais, j'ai trouvé aussi que c'était un très bon opener. Effectivement, ça fait du bien de voir Damian Priest comme ça, un peu plus sanguin, un peu plus nerveux là, qui veut laver l'affront, hein, son honneur. L'honneur est important, on sait, hein, qui fonctionne par code. C'est les méchants, l'a déjà dit, mais Damian Priest a un code de l'honneur très très fort. Et ce soir, il s'est matérialisé par cette grosse patate dans la tête de Gunther et tout le monde est renvoyé à la maison. Des mecs qui aiment la bagarre et qui se foutent des grosses patates, c'était juste derrière avec Dragunov versus Braun Breaker. Voilà, vous avez kiffé leur précédente confrontation. C'est reparti. Le gagnant, tout simplement, décrochera un title match face à Sami Zayn à SummerSlam. Donc l'enjeu est énorme. Le match est complètement fou. Même si on les a déjà vus se croiser, il y a une telle intensité entre ces deux montées d'NXT que on pourrait les regarder en boucle en fait, Fight Forever. Hein. C'est un peu l'esprit
qui gouverne le dragon russe et le chien fou qui est Braun Breaker. Le Frankensteiner sur Dragunov, on enchaîne derrière des gros coups de pied, Dragunov qui fait une superplex, c'est énorme, la H-bomb, Breaker qui parvient à s'en tirer, le H-bomb un deuxième H-bomb qui se prépare, mais Breaker qui va le bloquer avec un énorme spear à l'extérieur, ils sont sur le bord du tablier à ce moment-là, hein, et Dragunov qui prend donc un spear, c'est un missile sol-air en fait, hein, qui a été lancé de la part de Breaker. Et puis l'arbitre qui tout simplement arrête le match, incroyable. Breaker qui gagne par décision arbitrale, hein, par KO finalement. C'est par assez TKO. Voilà, TKO. C'est assez rare. Mais je trouvais que ça marchait plutôt bien, même s'il y avait un petit moment de flottement, hein. Dans ces moments-là, on est tellement pas habitué. Il y a un petit moment de flottement. Peut-être qu'ils auraient pu le construire un peu de façon un peu plus franche, mais écoute, ça marche quand même plutôt bien. Et donc Braun Breaker qui va aller affronter Sami Zayn, qu'on retrouvera un petit peu plus tard en main event. Mais déjà là, ce match-là, voilà, ça déboîte, hein. Moi, j'ai quelques côtes cassées rien qu'en regardant le match. Ouais, exactement. C'est vrai que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit encore. Et puis en fait, c'est vrai que c'est vrai que c'est cool, hein. Y a pas photo. Les deux, ça fonctionne très très bien. Encore une fois, masterclass, hein, c'est ultra intense, tu vois pas le temps passer. Alors moi je sais pas, peut-être que je suis pas très attentif, mais j'ai l'impression que à chaque fois que Braun Breaker, enfin toutes les semaines, j'ai l'impression que son entrée elle change. Alors soit c'est parce que la musique elle est un peu chelou et peut-être que semaine après semaine, tu vois, vu qu'elle accroche pas trop mon oreille, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, j'ai l'impression de la redécouvrir, mais j'ai tout le temps l'impression que c'est toujours une entrée différente. Ouais. C'est différent parce qu'avant il arrivait avec une musique une alerte générale, tu sais, les alertes du mercredi. Mais je comprends pas. J'ai eu l'impression qu'il y a eu, avant il y avait une sonnerie d'alarme un peu, puis avant il y avait les chiens qui aboyaient, puis, je sais pas. Peut-être qu'il y en a des plus avertis parmi nos auditeurs qui me diront, mais non, t'es fou, c'est la même depuis 2 mois, mais. L'ingénieur son s'amuse avec le soundboard, toi, il est là. Hop, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à se caler sur comment est-ce qu'ils ont envie de le présenter, mais bon, bref. Cette parenthèse est en fait, match de ouf, et ce spear, tu l'as dit, missile sol-air, parti là d'en bas, bah, il bondit là comme un cougar là, il a découpé Ilya en deux. Et très bon selling de Dragunov d'ailleurs, hein, qui avait l'air complètement, tu sais, le mec qui s'est pris une décharge de 10 000 volts et qui est en train de mourir là avec la bave au bord des lèvres. Là, c'était très 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 impressionnant. Donc écoute, ouais, très bien pour protéger aussi. Protéger, il s'est quand même fait découper quoi. Oui. Mais d'une certaine manière, ça, voilà, ce stoppage, TKO là. Écoute, fin originale parce que comme ils enchaînent quand même les matchs entre deux, il faut aussi arriver à se renouveler et tout en laissant le champ libre à Braun Breaker qui est vraiment le projet, hein, ça se sent. Donc, écoute, moi ça m'a convenu. Ouais. Allez, on va parler un petit peu du Judgment Day qui va être encore un fil rouge, donc je vais garder le sens chronologique, hein, parce qu'à chaque fois j'essaye de regrouper tout, je m'en sors pas. Si tu veux bien, le Judgment Day qui est en train de jouer à la Play ou à la Xbox, les Américains c'est plutôt la Xbox. Rhea Ripley qui là, elle veut récupérer son titre à SummerSlam. JD en plus là JD qui dit on va retrouver tous les titres, c'est cool. Dominique dit je veux savoir si je suis toujours ton mec. Mais voilà, je suis un petit peu inquiet parce que Rhea Ripley, elle a dit sur les réseaux sociaux qu'elle avait le numéro de Jey Uso. Alors, toi, du coup, il est pas très rassuré, notre petit Dom. L'autre lui dit t'inquiète. Je comprends. C'est une blague, concentre-toi. Ce soir, ils doivent gérer Jey Uso une fois pour toutes, nous dit Finn Balor. Mais là, on Rhea Ripley qui fait de la stratégie guerrière. Elle dit écoutez, là, on essaie de pas trop mélanger les dossiers, tout simplement, laisser tranquille Jey Uso. Donc tout le monde est un petit peu comme un peu perplexe, hein. Un perplexe, Perplexity. Use your brain, Dominique, lui dit-elle. Donc ça va continuer un petit peu comme ça tout au long du show. Mais on reprendra un petit peu ça un petit peu plus tard. Mais c'était plutôt sympa là de montrer cette Rhea Ripley qui reprend un peu les rênes, hein, du Judgment Day, une co-direction, hein, avec Finn Balor. Ouais, elle reprend sa place. Ouais, elle reprend sa place, mais on va retrouver tout ce beau monde, notamment dans une séquence d'ores et déjà anthologique. Je saute sur la division féminine avec Lyra Valkyria qui
va perdre face à Sonya Deville, chacune étant accompagnée par, d'un côté, Katana Chance et Kaden Carter, et Zoe Stark et Shayna Baszler. On sait que Sonya Deville a monté une nouvelle faction féminine, parce que jusqu'à, on sait que les factions féminines à WWE, c'est ça qui marche. C'est la clé du succès. Oui. À la fin de la baston, Valkyria tombe lourdement, poussée par Zoe Stark, alors qu'il y a une distraction qui est faite par l'ancienne championne de MMA ou l'ancienne combattante, je ne sais pas si elle a eu des titres, Shayna Baszler. C'est la bagarre côté ringside avec tout le monde que je vous ai décrit, et Sonya Deville en a profité pour placer son Devil Advocate sur Valkyria pour le compte de 3. Voilà, je disais, c'est pareil, toutes les petites montées chaudes là, de Shawn Michaels et Triple H à NXT se sont fait calmer là, c'est bien. C'est le week-end, on remet tout le monde à sa place. Et je crois qu'on va retrouver tout ce monde un petit peu plus tard dans un autre match féminin. C'est Zelina Vega qui a affronté Zoe Stark. Après une petite interview. C'est vrai que ça se croise un peu, oui, c'est vrai. Ça se croise. Donc Zelina Vega versus Zoe Stark, qui cette fois-ci la pièce va tomber du côté de Zelina Vega, puisqu'elle va remporter ce match avec Sonya Deville qui tente, elle, à son tour, de faire une distraction pour l'arbitre. On utilise un petit peu les mêmes techniques, les mêmes méthodes, mais Katana Chance, Kaden Carter et Lyra Valkyria qui débarquent pour s'en prendre au clan de Sonya Deville, et Zelina Vega en profite pour placer son finisher, le fameux Code Red que tu connais si bien, Giscal, et donc une victoire de Zelina Vega. C'est le package de la division féminine, de la low-card division féminine qui a droit à un double traitement, double feature là, ce soir. Double feature. Bah écoute, oui, mais tu vois, contre toute attente, j'ai pas trouvé ça si désagréable que ça. Ouais. Notamment parce que il y a cette volonté qui est louable de donner des interactions un petit peu backstage, raconter un petit peu des choses, développer des rivalités croisées. Il y a c'est quelque chose qui manquait, je trouve, ce côté un peu organique dans la division féminine. Alors ça change pas le fait que si je voyais un petit peu moins de Katana Chance, Kaden Carter, Valkyria ou même Shayna Baszler qui m'implique pas, qui m'inspire pas spécialement. Ouais, si je voyais un petit peu moins ces nanas sur mon écran, ça me déplairait pas. Mais au-delà de ça, je reconnais quand même le fait que il y a ce côté. Les segments s'enchaînent, il y a une certaine cohérence entre les segments et entre les semaines, et donc les matchs tombent pas non plus du chapeau. C'est ma foi assez surprenant pour être souligné. Donc j'ai trouvé que ça m'a pas déplu, d'autant plus que Lyra Valkyria, Sonya Deville, j'ai trouvé que c'était pas un si mauvais match. Et puis voilà, je pense que Sonya Deville qui gagne en plus, c'est plutôt c'est quand même pas mal que Valkyria, on se calme un petit peu avec elle. Et puis Zelina Vega, pareil, qui profite en fait de tout ce micmac pour choper une petite victoire. C'est pas non plus déplaisant parce que je trouve que c'est aussi une nana qui fait du bon boulot. Donc voilà, écoute, bon an mal an, cette low card féminine cette semaine, ce sera plutôt du positif, ouais. Oh là là, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je pense exactement la même chose. Cette petite volonté de nous raconter des histoires, de nous croiser tout ce beau monde. C'est comme ça qu'on va faire vivre la division féminine, on l'a dit. Si on arrive à faire vivre cette division en dehors du titre, ce qu'on reproche évidemment, eh bien on sera pas trop mal. Allez, on va quand même revenir aux choses sérieuses, si tu veux bien. La musique de CM Punk retentit. CM Punk crie la foule de Green Bay. Voilà, tout en couleur, CM Punk. On est à Green Bay, la baie est verte, les baskets sont roses, et on va rajouter du sang rouge de Drew McIntyre. Il est clear officiellement, si jamais vous posez la question. Les médecins ont fait le bilan calmement de CM Punk et ils ont dit Monsieur Punk, Monsieur Brooks, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est parti pour la baston. Il est clear. Poser ses mains sur Drew McIntyre qui arrive et dit ouais, moi j'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Rien ne peut m'arrêter et je vais te briser. Sauf que ce soir j'ai pas envie de le faire. Aussi un peu que lui dit moi je veux, allez viens pour la bagarre. Ouais, mais moi je veux, oui. Ouais, quitte le ring, il veut récupérer son petit bracelet, le petit bracelet avec le dos de sa compagne et de son petit chien. Les agents de sécurité sont là, c'est le gros bordel. Green Bay ne mérite pas ce match, Giscal, tout simplement. Il faut se calmer. Pense à ta famille. Adam Pearce débarque,
calmez-vous, calmez-vous. Et puis il annonce derrière. Alors ouais, c'est un petit peu tordu parce je crois que Drew McIntyre avait déjà un peu parlé du match à ce moment-là. Il lui a un peu coupé l'annonce officielle, mais toujours est-il, Giscal, c'est officiel. CM Punk affrontera Drew McIntyre à SummerSlam, mais d'ici là, personne ne touche personne. Voilà, on garde cet affrontement, le physique, voilà, les coups, on les garde pour SummerSlam. Et en plus, Adam Pearce, il a plein de problèmes à gérer. Il a des problèmes de Puerto Oui, Ricain. ça part dans tous les sens, Ça Arrow. part dans tous les sens dans son show. Il a même un problème d'arbitre aussi. Souvenez-vous, parce qu'on a recroisé d'ailleurs Drew McIntyre un peu plus tôt, visiblement, je sais pas s'il s'est excusé auprès des arbitres officiellement, mais il y a une petite séquence backstage où il était avec les arbitres et Adam Pearce. Toujours est-il que il y a un petit problème d'arbitre. Alors peut-être qu'il s'est pas excusé, que du coup les arbitres ne veulent pas. Bah oui, peut-être, c'est ça aussi. Ouais. En fait, j'ai trouvé qu'Adam Pearce n'a pas très bien amené cette révélation. Ouais, c'était raté. Ouais, c'était raté. Non, mais je crois qu'il y a un petit souci de timing, peut-être, de musique d'entrée qui s'est déclenchée un peu tôt. C'était bizarre. Oui, la musique de Seth Rollins, parce que c'est sa musique qui s'est retentie, a retenti alors qu'on venait à peine de comprendre qu'effectivement, il allait avoir un arbitre spécial et que Seth Rollins allait être cet arbitre qui arrive et qui nous explique qu'il y a une solution à ce problème et qui va être donc l'arbitre, un visionnaire, un révolutionnaire, un arbitre spécial à SummerSlam. Donc ouais, tout ça, gros bordel, mais aussi dans l'annonce. Donc l'annonce n'a pas été aussi fracassante qu'elle aurait pu ou qu'elle aurait dû être. Donc c'est un petit peu frustrant, j'avoue que moi j'étais un petit peu frustré. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu Ouais, gâché, j'étais pas chaud, toi, du coup, alors que quand même c'est énorme en fait. Enfin, je l'avais pas forcément imaginé. Mais bon, toujours est-il qu'on aura un CM Punk versus Drew McIntyre avec un arbitre Seth Rollins. Je crois qu'on peut pas faire mieux ou faire pire pour Drew McIntyre et CM Punk pour ce match. Ça va être un bordel impossible. Je crois qu'Adam Pearce, je sais pas ce qu'il fout. S'il veut régler les soucis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est un peu en mode il se lave les mains, il jette son tablier, il dit vas-y, c'est bon, j'en ai marre de ces deux-là. Donc il va leur envoyer le pire arbitre possible. Donc c'est bon, écoute, c'est sûr que le choix est fantastique. D'ailleurs, moi, ça m'a fait marrer sur le coup de me dire en fait Seth Rollins, c'est vrai que depuis quelques mois, c'est l'ingrédient secret que tu mets dans tous les matchs pour les rendre encore plus fous. C'est au final on l'avait intégré à WrestleMania, à cette rivalité dantesque entre le Rock, Roman Reigns et Cody Rhodes. On s'est dit tiens, vas-y, on va foutre Seth Rollins parce que de toute façon c'est l'assurance tout risque pour faire monter la sauce. Bon voilà, c'est un petit peu le même schéma. Il y a un match qui n'a pas du tout besoin de Seth Rollins, mais malgré tout, le fait de le rajouter dedans rend la chose encore plus folle. Donc ouais, bah écoute, annonce ratée, mais annonce malgré tout efficace, parce que ça va être une folie. Donc c'est à date, et peut-être ça le restera, je crois, le seul match qui n'est pas pour le titre à SummerSlam, mais quel match, quel match. Grosse promo entre les deux. Bon, Drew McIntyre qui a décidé de revenir sur une partition de heel vraiment très classique. C'est vrai que moi j'avais l'impression de revoir un peu des shades of Batista heel ou des trucs comme ça. C'est le mec qui dit toute la journée qu'il veut se battre et qu'en plus le mec fait 3 fois la taille de tout le monde, donc potentiellement il peut éclater tout le monde, mais dès qu'on lui propose la baston, il dit non mais c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, la ville est pourrie, vous avez les dents jaunes, machin, donc c'est toujours un peu c'est bon, écoute, c'est marrant, c'est efficace, c'est des grands classiques. CM Punk aussi, qui a lui pour le coup endossé le costume du full babyface. Je sais pas si t'as vu son entrée, il tape dans les mains de tout le monde, il fait des câlins aux enfants. C'est le full babyface. Donc, écoute, cette opposition de style, ma foi, de toute manière, fonctionne. Il y a une telle histoire entre les deux qu'ils ont quasiment plus rien à se dire d'autre que ça. Donc, let's go à SummerSlam pour ce qui va peut-être être dans une carte constellée de ceintures brillantes et d'étoiles, va peut-être être le show stealer le plus fou, le match le plus attendu peut-être. Ah oui, ouais, ça va être complètement dingue. Tu disais, ils en avaient pas besoin, mais ils l'ont quand même fait. Et du coup, c'est encore mieux. Malgré tout, c'est encore mieux. Alors, désolé, on va parler du Final Testament, mais très rapidement, puisque Xavier Wood, Otis et Tozawa, qui sont donc maintenant membres temporaires, honoraires du New Day, affrontent donc le Final Testament, Cross, Akam et Razor et Opi. Une victoire du Final Testament.
sur Xavier Woods et ses poteaux. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière, puisque Chad Gable débarque accompagné des Creed Brothers. Il est face à la Alpha Academy. Il veut leur parler de quelque chose. Il peut pas s'en empêcher. Il veut les aider en fait. Il veut les aider. Il voit Otis qui occupe un espèce de poste, voilà, qui prend des décisions, des initiatives, un tel un leader. Mais la dernière fois qu'Otis a pris une décision, c'était tout à l'heure, et il a fait équipe avec Woods et ils ont perdu. Donc bon, Otis, utilise ton cerveau. Mais bon, il est pas très bon dans ce domaine. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs il a recruté les Creed Brothers pour corriger les faiblesses de la version la V1 de la Alpha Academy. Il veut leur offrir une dernière chance. Il y a les Wyatt Six qui sont là dans les parages, donc il veut leur proposer un peu ses services. Il dit ensemble on est plus fort. On sait très bien qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Mais la réponse d'Otis c'est toujours non. Pascal, il dit non. L'autre dit t'es un idiot et il envoie ses chiens, les Creed Brothers, qui attaquent Otis et Tozawa, quand soudain la musique des Wyatt Six retentit. On a eu juste avant une petite vidéo, on a entreaperçu, c'était assez rapide, de Nikki Cross qui n'a pas eu un traitement aussi riche que Rowan, la semaine dernière. Donc voilà, ceux qui s'attendaient à un peu, peut-être moi je m'attendais, mais bon tant pis, à avoir un peu cette petite présentation un peu en profondeur psychologique de chaque membre du clan. Elle a pas eu l'opportunité de parler, c'était que la voix off de l'oncle Audi, c'est tout. C'est ça, qui un petit peu faisait l'analyse un petit peu tout seul dans son coin. Et tout ce beau monde débarque. Les Wyatt Six sont là, et surtout l'oncle Audi en Marcel, les bras saillants, les muscles saillants, le petit masque, dreadlocks. T'as vu les bras, il y a des beaux bras. Il est beau, notre beau. Qui place un Sister Abigail sur Chad Gable. Quelle émotion. Oh, quelle émotion. La foule, t'as vu la réaction de la foule quand il a mis en position pour le Sister Abigail. Il y a les frissons. Ouais. C'était, voilà. On a eu une belle séquence avec Gable et Alpha Academy, là, qui était toujours aussi horrible, ce Chad Gable, toujours aussi malicieux. Oui, détestable. Et puis derrière, c'est surtout c'était cette image, de l'oncle Audi qui place la Sister Abigail, qui une fois de plus, faire surgir tellement de choses chez les fans que c'est terrible, et en même temps c'est magnifique ce qu'ils font, je trouve, avec cette faction. C'est pas qu'on sait pas toujours où on va, mais le programme ne fait quasiment que commencer. Mais on en a eu pour notre argent quand même. Non, mais on a des interactions dans le ring quand même de plus en plus, et ça c'est sympa. La baston s'approche. Là, tu sens que la baston s'approche, en effet. Ouais. Non, écoute, bon enchaînement global. Moi, j'ai trouvé que, tu vois, Otis, Xavier Woods et Akira Tozawa contre le Final Testament. Bon, évidemment, c'est loin d'être un dream match. Mais bon, écoute, j'ai trouvé ça globalement assez amusant. Notamment, j'ai trouvé assez amusant de constater la réaction du public à Otis, qui est toujours, quels que soient les segments, extrêmement over. C'est assez impressionnant. Et puis après, le fait d'embrayer tout de suite sur le segment avec Gable, tu vois, plutôt que de disséminer ça dans tout le show, j'ai trouvé que là aussi il y avait il y avait une volonté quand même de donner du liant et du sens au segment qui s'enchaîne, qui était appréciable. Donc j'ai bien aimé que ça s'enchaîne comme ça. Je trouvais que c'était assez organique. Tu vois, il débarque, il dit attends, restez là. Donc c'était pas mal. Il y avait Shades, un petit peu des anciens segments où quand il avait toujours ses pupilles au centre du ring après les matchs pour leur donner la fessée. Donc ça c'était pas mal. Peut-être le seul regret que j'ai globalement, je trouve que ça s'enchaîne quand même pas trop mal parce qu'il s'est trouvé de nouveaux copains et il essaye de rameuter ses anciens pour faire un encore plus gros groupe. Mais c'est le côté, on a un petit peu vite, je trouve, abandonné les petites interventions, les petits segments backstage qui, je trouve, étaient assez touchants et assez profonds entre la relation en fait entre Otis, Maxine et Akira et Chad Gable, et ce côté qui était un petit peu plus complexe, mais on veut pas que tu reviennes, mais en même temps, tu te souviens là, on est content que tu sois sain et sauf, et puis il nous faut du temps, et en même temps, c'est la famille, mais t'as trahi la famille, c'est dur et tout. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, je trouve, qui était assez intéressant de jeu. Bon,
Là, on a peut-être mis un petit peu ça de côté pour quelque chose de beaucoup plus franc du collier. Hein. C'est voilà, Chad Gable reprend du poil de la bête en quelque sorte, hein, parce qu'il s'est retrouvé deux molosses, donc il retrouve la confiance et donc du coup il veut remettre la tête dans le sac de ses anciens copains. Donc bon bah c'est un connard quoi. Mais voilà, peut-être qu'on a peut-être qu'on y reviendra aussi hein, à ce personnage torturé de Chad Gable. Mais voilà, c'était le tout petit commentaire que j'avais. Sinon, après derrière l'arrivée des White Six, j'ai trouvé que c'est voilà, moi en fait c'est ça que j'aime bien. Là maintenant on a des interactions dans le ring, on a des interactions physiques, on a de plus en plus d'apparitions des personnages en chair et en os, pas que dans les vidéos. Donc tout ça me plaît. Et voilà, je sens enfin le retour de la gradation un peu. Ouais. On gradue. Graduons. Sheamus, je sais pas s'il a gradué là, parce qu'il est de 0 à 100, puisqu'il a intervenu, il a empêché même le match entre Bronson Reed et Pete Dunne de se dérouler, puisqu'il est arrivé, il a placé un énorme bro kick à Pete Dunne, qui a pas vu la lumière du jour. Et puis après derrière, c'est la grosse bagarre, le bro kick qui sont balancés. En fait, il y a eu au moins une distribution de 5 ou 6 bro kicks, et Bronson Reed en a même pris pour son argent. D'ailleurs, Oui. Sheamus a dit qu'il allait régler cette histoire avec Pete Dunne une bonne fois pour toutes et voir qui allait être le vrai Bruiserweight. Donc ça, c'est un bon programme pour Sheamus. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est le programme qu'on veut Oui, c'est voir. simple, efficace. Oui. Simple et efficace. Je reprends où j'en étais. On a eu encore du Judgment Day, mais avant ça, oui, allez, on reprend le Judgment Day parce que Judgment Day était aux affaires. Il y a eu pas mal de scènes en coulisses. Le Judgment Day qui est à la recherche de Jey Uso, Dominic Mysterio qui croise Liv Morgan, alors qu'ils sont en train de chercher. Voilà, c'est comme dans les films d'horreur. Toi, tu vas à gauche, toi, tu vas à droite. Morgan qui dit à Dominic, la semaine dernière, tout ce qui s'est passé, tout machin. L'autre il dit, lâche-moi tranquille. Et puis Finn Balor qui dit, va par là, moi je vais par là. On peut pas te laisser seul 10 secondes. Dominique. Oui, c'était drôle. C'est génial. Derrière, je demandais toujours avec qui fait un petit peu le récap. Carlito qui discute, dit nos chemins sont croisés avec Sami Zayn. Finn Balor qui dit on en a marre de ce manque de respect de la part de Sami Zayn, Jey Uso. On va les trouver, on va les affronter. Puis aussi Gunther. Enfin bref, le Judgment Day veut taper partout. Rhea Ripley, elle n'est pas très contente. C'est quoi ce bordel? Laissez Jey Uso tranquille. Et puis finalement. C'est la deuxième fois qu'elle insiste assez lourdement. Ouais, c'est la deuxième fois qu'elle insiste. Personne ne touche Jey Uso. Et Carlito même fait une petite remarque. Il dit peut-être qu'on devrait demander à Liv Morgan où est Finn Balor. Et Rhea Ripley est pas contente de cette histoire avec Liv Morgan. Carlito qui met les pieds dans le plat. Et elle chope Dominic. Elle dit allez, on va dans le ring. C'est quoi ce bordel? Et là, c'est la bascule. Elle l'attrape par le col. Ouais, c'est ça. Rhea Ripley est là. Elle dit Liv Morgan, si tu veux Dominic, viens le chercher. Liv Morgan arrive par la foule. Elle dit moi je suis pas capable. On peut pas capable de se contrôler. J'ai attendu tout ce temps-là. Je peux attendre SummerSlam. Voilà, j'ai des sentiments. J'éprouve des choses pour Dominic. Je sais que Dominic a des sentiments pour moi. Rhea Ripley le voit bien. Des beaux gars comme Dominic, se traînent pas avec des filles comme Rhea Ripley. Les beaux gars comme Dominique veulent des femmes comme moi, puis là elle commence à tortiller des fesses. Voilà, ouais. Oui, là c'était terrible. C'est-à-dire que oui, là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont eu un retour sur investissement pour leur billet là. Ouais. Rhea Ripley dit elle commence à vouloir aller chercher Liv Morgan et Dominique l'arrête tout simplement. Avec ses mains, il dit arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui dit? Rhea Ripley dit je vais gérer ça. Et puis donc Liv Morgan lui dit allez vas-y dis-moi ces 3 mots que tu ressens, moi aussi je ressens la même chose et tout. Et là Dominique prend le micro et il dit I hate you Liv. Il ne dit pas I love you, il dit I hate you, je te déteste, t'es stupide ou quoi? Et puis là c'est parti, t'as tout ruiné, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, et puis vas-y que je te parle en espagnol, et puis t'as tout ruiné. Et puis Liv Morgan part en pleurant, il lui a brisé le cœur. Rhea Ripley est hilar, elle murmure, non pas à l'oreille des chevaux, mais à l'oreille de Dominique, et elle lui lèche la joue dans un moment iconique. Oh là 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 là. Je me demande si c'était vraiment légal tout ça. Oui. Ouais. Et donc tout ce beau monde repart. Terrible, des images terribles, Giscard. Oui, terrible. Incroyable segment. Écoute, j'ai trouvé que tout était parfait dans ce segment, la mise en scène.
le début où elle le tire par le col là, elle dit bah vas-y, tu sentais le ras-le-bol là en coulisses des blagues des copains. Elle dit vas-y c'est bon, allez viens là, on va régler ça une bonne fois pour toutes puisque t'es pas capable de le faire là depuis des semaines. Donc tu sais, elle le chope et puis limite elle le traîne au ring, hein, et puis elle le poussait dans l'allée du ring avec la musique et tout, c'était très drôle. Et puis bah donc le segment commence. Et l'arrivée de Liv Morgan, enfin voilà, t'as tout très bien raconté. Et puis cette tirade soudaine de Rey Mysterio, pardon, de Dominique Mysterio, Domino. Un coup en anglais, un coup en espagnol. Il était là, te odio, je te déteste, je te hais et tout comme ça. C'était assez fort. Et Liv Morgan qui se décompose tandis que Rhea Ripley jubile. C'est pour le coup, ouais, je pense d'une certaine manière un vrai contre-pied. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, on s'attendait pas à ça. Encore une fois, à quelques encablures de SummerSlam aussi. Le choix est osé, est ambitieux parce qu'on brouille très clairement les pistes. On ne faisait que de mettre en scène le fait que Rhea Ripley allait affronter une Liv Morgan renforcée en quelque sorte par cette relation un peu étrange, mais qui semblait subsister dans le silence de Dominique, tandis que Rhea Ripley, elle, était un peu perturbée par ça, et donc c'est vrai que la dynamique était intéressante, et d'un seul coup, on a décidé de faire basculer la table là complètement. Moi, j'étais vraiment surpris jusqu'à la dernière seconde parce que je pensais. C'est avec le petit plan séquence où Liv Morgan part en pleurant de l'arène et est filmé en fait avec l'arène dans le dos. Moi, tu sais, je pensais que derrière les pleurs, on allait voir tu sais, un petit sourire en coin ou un truc comme si elle faisait peut-être semblant de pleurer. Peut-être que tout ça fait partie d'un plan encore plus machiavélique. Mais écoute, non, elle a l'air d'avoir vraiment le cœur brisé. Donc tout ça ajoute encore une fois une couche de complexité et d'histoire à tout ça qui est enfin, en tout cas moi que je trouve passionnant à suivre semaine après semaine et qui là nous a complètement pris de court et rebat les cartes de que va-t-il se passer à SummerSlam, quel sera le rôle de Dominique, comment est-ce qu'ils vont inclure tout ça dans le match. Bah ouais, c'était très excitant à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, ouais, non, c'était voilà, le contre-pied total, effectivement. Ouais, qu'est-ce qui nous attend à SummerSlam? Là, il va forcément se passer quelque chose, et surtout, ça peut arriver de partout, hein, au sein même du Judgment Day, la vie, hein, que portent les différents membres de la faction vis-à-vis de Liv Morgan diffèrent, hein. Et oui, et Ils oui. s'étaient comme attachés finalement de facto à cette Liv Faut quand même Morgan qui les avait pas aidés oublier à qu'ils l'ont offert leur ceinture tag team, eh quoi. oui, donc JD et Finn Balor, je pense en particulier, voilà, on regarde sûrement ça avec voilà un regard assez différent de celui de Rhea Ouais. Ripley. Dominique, à quoi joue-t-il? Mais ça venait des tripes. Mais Ouais, on sent que ça venait des tripes, mais est-ce que ça venait des est-ce que tripes c'est ou un est-ce que instant de c'était survie oui, peut-être, voilà, exactement, c'est acculé, dos au mur, tu vois, la bête blessée se dit, ouais, de toute façon, je n'ai plus le choix, Oui, c'est faut que ça. je choisisse mon camp, quoi. Mais ouais. Donc ouais, carrément, on est vraiment là dans une complexité assez folle auquel on n'est pas forcément habitué pour ce genre d'histoire de cœur, mais comme c'est Judgment Day, bah, tout ce que touche Judgment Day se transforme en or, tout simplement. Et d'ailleurs, le Judgment Day, on va le retrouver, Giscal, dans le main event, avec Jey Uso et Sami Zayn face à Finn Balor et JD, qui avaient attaqué un Jey Uso backstage, sauvé Oui. par Sami Zayn. Et on va retrouver donc tout ce beau monde en main event. Domino et Carlito sont là également pour accompagner leurs complices. Un gros match, hein. C'est vraiment du gros main event. Sami Zayn et Jey Uso qui arrivent par les travées, par les gradins là, dans les couloirs de l'arène. Une énorme ambiance. Yeet. C'est parti, un gros match. La fin s'emballe, le Love Kick est chargé, mais Domino intervient. Sami Zayn se relève d'un compte de 2. Le 1D est placé sur McDonald's, c'était magnifique, hein. Zayn et Uso qui font le 1D, c'était beau. Zayn qui se retrouve acculé là dans le coin du ring, le Sling Blade sur Jey derrière, le drop kick, mais Jey qui parvient à passer un énorme super kick sur Finn Balor, Domino et Carlito qui se font sécher par Jey Uso. Balor qui en profite pour replacer un dropkick, ça claque dans tous les sens, hein, c'est le Judgment Day, hein, ça arrive de partout tel des hyènes. McDonough arrive à faire le tag, le coup de grâce qui est placé, le moonsault, mais le compte est brisé par le Canadien et derrière. Jey qui se retrouve monté sur le coin là par McDonough et Balor, Zayn qui lâche rien pour sauver son pote, son frère,
Derrière, McDonough se retrouve lui à son tour bloqué le Hell of a Kick et le splash de Jey Uso sur McDonough pour la victoire de Jey et de Sami. La victoire est célébrée, mais la célébration sera de courte durée puisque Bron Breakker ressurgit de nulle part. Vous l'aviez oublié, ben il est toujours là. Fait un énorme spear sur Sami Zayn et se barre ensuite. Et le show donc se termine par une victoire de Jey Uso et Sami Zayn, mais un Sami Zayn qui se fait sécher là par Bron Breakker dans un bordel énorme j'allais dire là c'est tout le All-Star Game de Raw, mais même pas en fait. En fait, Ouais, le même pas, c'est ça le Game truc. de Raw, c'est du début jusqu'à la fin, c'est 3 heures de All-Star Game, Giscale. Eh oui, eh oui. Ah bah écoute, énorme main event que tu nous as très très bien raconté. Match de fou, Ouais. superbe match, très intense. Toujours ce chaos permanent avec le Judgment Day qui est toujours très sympa à suivre. Mm. Petit grief sur le résultat du match. Mm. J'ai du mal à comprendre pourquoi les champions par équipe avaient besoin de perdre ce match. Ouais. Notamment parce qu'en plus, finalement, l'angle de l'arrivée de Broad Breakker sur Sami Zayn aurait pu tout simplement arriver 2 minutes plus tôt, avant la cloche. Et peut-être qu'on aurait pu voilà, les faire gagner par disqualification ou alors les faire perdre sur une distraction. Alors, ok, bon, c'est pas très grave, hein, parce que Judgment Day qui perd contre Jey Uso et Sami Zayn, c'est quand même deux main eventers d'Euro, donc bon, on va dire que ça passe, mais ouais, l'autre petit souci que ça crée, c'est que d'une certaine manière, Jey Uso et Sami Zayn, bah, on sait comment ça marche, hein, les codes de la WWE, ils devraient potentiellement peut-être pouvoir prétendre à un title match avec cette victoire nette et sans bavure à quasiment 2 contre 4 en plus, hein, parce que vraiment, encore une fois, tu l'as dit, hein, mais ils étaient très actifs, Carlito et Dominic Mysterio pendant le match. Donc ils ont quand même battu des odds, enfin la cote était très élevée contre eux quand même. Donc ouais, ce résultat m'a un petit peu surpris. En tout cas, j'étais vraiment à la fin, je dis oh, bon, ok, les champions qui perdent. Bon, heureusement on a eu un super match. Et puis bah ouais, donc voilà, ce run-in de Bron Breakker qui vient mettre un point d'exclamation à ce Monday Night Raw et faire écho d'une certaine manière aussi à la promo de Sami Zayn un peu plus tôt dans le show, hein, qui avait dit qui avait acknowledge, hein, qui avait reconnu le fait que c'était Bron Breakker qui allait donc se représenter face à lui et qui lui avait conseillé de cette fois, pas comme à Money in the Bank, hein, mais de faire comme ce que fait Sami Zayn à chaque match, à savoir venir et apporter, et amener 100% de ses capacités. Donc je pense que c'était une jolie façon de lui répondre en fin d'émission, de dire bah voilà, regarde ce que ça fait 100% dans ta gueule. C'était pas mal. Non, globalement, superbe exécution de ce main event qui croisait du coup 3 histoires différentes. Encore une fois, c'est la marque de fabrique, hein, d'Euro. Mais ouais, ce petit résultat qui, je sais pas si ce sera du coup un title shot la semaine prochaine ou après SummerSlam, mais c'est bizarre de s'embarrasser de ça, je trouve. Mais bon, voilà. Ouais, effectivement, c'est vrai, c'est bon. Voilà, on a voulu faire gagner les main eventers, les top stars, mais c'est vrai que tu as raison. Quand tu y repenses, le résultat aurait pu. Euh, le- Voilà, tout dépend de ce qu'ils veulent en faire, mais du coup, comme tu dis, il y a une espèce de code qui voudrait que Jey Uso et Sami Zayn soient tout Ouais. simplement deviennent des first contenders de facto. Pour ce titre. Bah, écoute, on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Probablement que JD et Finn auront aussi envie de corriger le tir, tout simplement, et de les affronter. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ce côté on veut pas lâcher l'affaire, alors que Rhea Ripley Ouais, leur a peut-être. expressément demandé de pas chercher des noises. Et voyez le résultat. Va-t-elle leur dire probablement la semaine Eh oui. prochaine. Oui, peut-être aussi, c'est vrai, tu as raison. Bon, en tout cas, c'est comme ça que se termine ce show rouge qui était, vous l'avez entendu, vous l'avez vécu, incroyablement chargé, riche en émotions, on croise tout, c'est Monday Night Raw une fois de plus, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, mais on pourrait avoir une 4e heure que ça passerait crème. Du coup, Giscard, si tu veux bien nous partager ton mot de la fin avec un top, un flop et une note, s'il te plaît. Et oui, écoute, je vais commencer par ma note parce qu'elle est excellente cette semaine. Je vais mettre un 4,5 Ouais. à ce Raw. En fait, ouais, c'est comme tu dis, hein, moi je reprends une 4e heure tous les jours. Hein. Il y a pas de et quand même la low card féminine ou masculine et tout, tu vois, même donne des petits segments sympas et ça s'enchaîne et Mm. ça ne s'étend pas outre mesure et il y a toujours ce sentiment que tout s'enchaîne, tout est cohérent à Raw. C'est vrai que du coup il y a rien à jeter, donc c'est simple. Moi j'ai pas de flop cette semaine. C'est tout a été de très très bonne qualité et dans les flops, écoute, je vais Allez, top, tu veux choisir dire. quoi? Le top, pardon. Oui. Dans le top, je sais pas ce que je vais choisir. Il y a beaucoup de trucs, mais
Écoute, je vais prendre ce qui m'a peut-être le plus surpris et le plus décontenancé cette semaine, c'est la tirade de Dominique Mysterio qui et puis cette léchouille lascive et horrible là de mamie sur son petit toy boy là. C'est pas Cet très geste enchaînement. barrière, hein. Ah non, là c'est pas très geste barrière. C'est vrai que le Covid c'est fini là, mais écoute, ouais, ce très beau contre-pied dans l'histoire et ce rebondissement qui du coup ouvre aussi énormément de possibilités. J'ai trouvé que c'était un moment très fort de l'émission et puis ensuite en plus visuellement très bien mis en scène avec encore une fois ouais, Liv Morgan dans le public et puis cette Ouais. sortie, la façon de filmer sa sortie et puis l'arrivée de Rhea Ripley et Dominique Mysterio toujours en plan séquence, hein, quasiment depuis les vestiaires jusqu'au ring en le poussant, on dit viens la gamin et tout. Enfin tout était, j'ai trouvé que ce segment était encore une fois magnifiquement mis en scène, donc bravo. Ouais. Bah, écoute, moi je vais donner un petit flop quand même. C'est à l'annonce de Seth Ah Rollins oui, comme tiens, bon flop, t'as raison. ouais. Ouais, t'as raison. Là c'est dommage, parce qu'une telle annonce, voilà. Mais bon, faut aller chercher, hein. Faut aller chercher parce que comme tu l'as dit, c'était un show complètement énorme. Mon top, je vais le donner pareil à cette séquence en fait. C'était assez incroyable. Dominique, ouais, quand il s'est énervé vraiment, moi ça m'a surpris quoi. Genre j'étais choqué, ça m'a emporté. Mais c'est vrai que tout était bon quoi. Tout, voilà, le jugement de toute façon c'est assez incroyable. Et ma note sera la même que la tienne, 4,5 pour ce show complètement extraordinaire. On est vraiment dans des standards assez hauts avec Monday Night Raw. Bien, bah c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Le lien vers notre Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, c'est Catch Up CDC. Merci à toi, Giscal. Voilà, malgré les tentatives de sabotage. Malgré les sabotages, malgré les bruits de fond exactement, on tirera tout ça au clair. Les coupables seront produits Ouais, voilà, produits en devant les justice, ils instances seront compétentes. jugés. Ouais, devant les instances Exactement. compétentes. Bon, eh bien, je vous souhaite, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et je vous souhaite d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Oh là là, mais ce podcast ne ressemble plus à rien, mais c'est une honte.